C'est donc à Tlemcen, à 140 km d'Oran, que j'ai gravi les premiers échelons de ma carrière militaire durant les années 30. Éphémère capitale d'Abdelkader dans sa résistance à la conquête française, devenue sous-préfecture, vaste commune de 80 000 habitants, dont près de 10 000 Français, surnommée la Grenade africaine à cause de l'apport des Andalous chassés par les rois catholiques. Mosaïque de Hadars au teint pâle, de Kouloukis ottomans, de Berbères et de Juifs. L'histoire a parsemé la ville de monuments remarquables au fil des dynasties qui se sont succédées, Idrissides, Almoravides, Almohades. Alternance de puissance et de décadence, dont les remparts, le Méchoir, la Grande Mosquée, une floraison de mausolées, attestent qu'elles furent jalonnées de batailles, de meurtres, mais aussi de plusieurs épisodes de civilisation brillante, ornés par la poésie, la musique et les arts. Commerçants avisés et artisans experts dans le tissage de la laine, les habitants méritent leur réputation. Érudits, dévots, polis et cultivés. Tout le passé glorieux de Tlemcen et la foi de ses habitants résonnent encore dans les mosquées où ma présence ne fut jamais importune. Pour avoir farouchement résisté à notre avance, les habitants se sont aussi maintenant accommodés de notre administration. À 800 mètres d'altitude, le climat est aussi doux que dans les cœurs et la sécurité est parfaite. La garnison de Spahi y contribue aussi sans doute. Beaucoup de misère aussi quand même. Trachome pour les enfants, proportion effarante de gamins sous-alimentés. Et pourtant la population augmente. Que faut-il en penser? Contrairement à certains de mes camarades qui préféraient le cercle militaire, j'ai toujours aimé explorer la ville arabe. Le fait que je m'y sois rendu souvent avec ma caméra baby à la main n'étonnait plus personne. Cependant, je ne me risquais pas à partager les jeux des indigènes. Dames à la façon locale ou dominos, où j'aurais certainement perdu quelques miettes de la solde que la République accorde à un jeune officier. Le marché, les souks attirent les quelques touristes que l'aventure a conduit à affronter la plomberie capricieuse du Grand Hôtel de France. Mais je préférais de loin la ville israélite, que leur guide décrit avec une condescendance que je réprouve. En fait, la communauté juive de Tlemcen est le fer de lance de l'assimilation indigène. Elle contribue par son activité et son aspiration générale au progrès, à la prospérité de la ville. Et je n'ai jamais partagé les préjugés de ceux qui se lamentaient sur le décret Crémieux. À Tlemcen, la pratique paisible de la religion musulmane laisse toute leur place aux femmes. Elles se livrent à leurs activités domestiques sans se dissimuler au regard. Le lavoir, comme dans les villages français, est le lieu privilégié des rencontres où s'échangent les confidences et des propos sur les hommes qui n'ont, paraît-il, rien à envier sur ceux que l'on tient chez nous.
Durant les pèlerinages et pour la fête du Mouloud, les familles parent les petites filles des bijoux les plus précieux pour faire valoir qu'elles seront de bons partis lorsque viendra le temps de les marier. Elles en rient avec l'innocence de l'enfance et elles sont fières de les montrer. Mais peut-être ne sont-elles pas aussi inconscientes du rôle qu'on leur fait tenir. Et de toute façon, personne ne s'interroge sur la fatalité de leur sort. Au-delà des ruines du tombeau de Sidi Bou Ishaq et au travers des bosquets de pins, de genêts et de lentisques qui entourent la ville, les chemins ouvrent vers les plaines fertiles de Tafna et de Safsaf. Si les habitants cultivent encore leurs vergers, ils se sont aussi adaptés aux pratiques de l'agriculture européenne. On récolte largement le blé, et ce n'est pas seulement l'apanage de quelques grands domaines coloniaux, moins nombreux que dans la Mitidja algéroise, mais plutôt de petites exploitations possédées par des familles bien pourvues de Tlemcen. Beaucoup de journaliers viennent du Maroc, et leur sort n'est certainement pas très enviable. On parle partout de la crise économique pour serrer les salaires. Les querelles de voisinage, les disputes d'héritage sont également très fréquentes. Et malgré le progrès des rendements dus à la colonisation, le marché dépend d'entreprises céréalières aux mains des Français, qui suscitent aussi bien des mécontentements qui inquiètent le sous-préfet. Cependant, la rumeur arabe qui lui parvient demeure insaisissable. Du temps où le sultan noir, Abou el-Hassan, fit bâtir la mosquée de Mansoura au XIVe siècle de notre ère, ces problèmes n'existaient pas. Mais il n'en reste qu'un superbe minaret, construit en partie par des esclaves chrétiens enlevés par les pirates barbaresques, et où nichent des cigognes, indifférentes au cours des temps nouveaux. J'ai toujours voulu m'engager dans les spahis. Cela remonte à mon enfance et aux livres illustrés de Job qui dessinaient si bien les uniformes de l'armée. Bien avant d'intégrer Saumur, je savais comment il faut porter le double burnous, la veste Bédaïa et le gilet Cédria. Je connaissais par cœur la légende de Youssouf Vantini, le chef légendaire de la conquête de l'Algérie. Je n'oublierai jamais ma première prise d'armes à Sidi Bel Abbès par un matin d'automne et le serment de fidélité à l'égard de mes camarades algériens qui allaient conduire toute ma vie. Lorsque j'ai été affecté à la garnison de Tlemcen, la vie d'un lieutenant de Spahi s'y déroulait selon des règles immuables. Une belle villa de fonction, des serviteurs, Cadour, mon ordonnance, toujours prêt à sceller mon cheval, des obligations mondaines, où les bonnes manières entre officiers et le bon ton à l'égard de leurs épouses favorisaient les carrières. Et pourtant, j'étais encore célibataire, et les tentations ne manquaient pas. Certains de mes camarades s'ennuyaient quand tout m'intéressait. Ils traînaient dans la ville européenne pour leurs loisirs, sur le boulevard national ou la rue Eugène-Étienne, comme des orphelins. Ils allaient au cinéma où l'on projetait des films qui romançaient leur oisiveté en leur donnant des illusions d'héroïsme exotique qu'ils auraient été bien en peine de vivre.
et il se finissait au bordel ou au Pernod du bistrot maltais. L'alcool, puis sans fond de l'amertume du colonial, sans projet d'avenir. Un grand moment pour Tlemcen et pour nous les Spahis, ce fut évidemment la visite officielle du gouverneur général Lebeau. Républicain solide, maintenu à son poste par le Front populaire, il naviguait ferme au milieu de l'agitation qui s'était répandue dans toute l'Algérie à la suite du projet Blum-Violette, étendant le droit de vote pour les élections à l'Assemblée nationale à une proportion pourtant modeste des élites musulmanes. Pour sa visite, exaltation habituelle de l'œuvre française et de la concorde générale, ce fut comme si la grève des commerçants indigènes n'avait jamais eu lieu. Le sommet de ce déplacement, ce fut l'inauguration du nouveau stade, où pour la première fois les équipes étaient mixtes, arabes et français, sous les mêmes maillots. Je me demande encore pourquoi il fallut attendre le Front populaire pour prendre une telle mesure. Ainsi, tout s'était bien passé, et on a pu tirer la loterie nationale aussi calmement qu'à Marmande ou Périgueux. Le gouverneur général avait regagné Alger, et j'étais parmi la foule joyeuse, en civil, avec quelques camarades. C'est à ce moment précis que j'ai remarqué Nicole Laurin, la jolie jeune femme à l'apparence si douce et discrète, dont je suis tombé immédiatement amoureux. J'ai retrouvé le gouverneur général quelques semaines plus tard, à 350 km au sud de Tlemcen, pour l'inauguration du monument à Lyautey, érigé à Ain Sefra, aux confins du Maroc et de l'Algérie, où celui qui écrivait « La joie de l'âme est dans l'action » mena rudement la pacification. C'est à croire que l'on avait rameuté toutes les autorités de l'Algérie et du Maroc. Les Spahis étaient à l'honneur avec la Légion et des détachements d'infanterie, d'innombrables notables algériens aussi, caïds et bachagas, arborant les décorations plus largement distribuées pour le centenaire de l'Algérie française que les subventions qui auraient pu adoucir le sort des miséreux. Le monument est situé sur le bord de l'oued tumultueux et face à la grande dune où prolifèrent les vipères à cornes. Propos solennels du gouverneur général, raisonnablement convenus, avec de belles références aux écrits du maréchal, dont cette citation inscrite sur le socle du monument. Mon commandement 1903-1906 à Ain Sefra est celui où je goûtais les plus belles joies de ma carrière. Le gouverneur général et d'autres orateurs après lui ont aussi évoqué le rôle social de l'officier, le livre qui contribua tant à la renommée de Lyautey. Mais au fond, qui l'avait vraiment lu dans l'assistance ? Notre résident général au Maroc, le général d'armée Noguès sans doute, qui fut l'un de ses meilleurs lieutenants et qui a déclaré qu'il s'en inspirerait lorsqu'il a pris ses fonctions à Rabat il y a quelques mois. Mais le Maroc n'est pas la France et le protectorat diffère de l'administration directe.